Aujourd'hui sortait sur Netflix le film La Captura, thriller d'action mexicain centré, comme son nom l'indique, sur la dernière capture de Joaquín El Chapo Guzmán, le baron et fondateur du cartel des Sinaloa, tristement célèbre. Alors vous allez me dire, un de plus, oui, un film ou une série de plus encore sur El Chapo, mais ce film a ceci de particulier qu'il s'attarde, je vous l'ai dit, plus particulièrement sur la troisième et dernière capture d'El Chapo, un événement qui reste assez méconnu, que je trouve particulièrement intéressant en tout cas pour être traité et adapté en fiction, puisqu'on a plutôt eu tendance à montrer ses évasions, son parcours criminel, et c'est vrai qu'on a eu tendance, notamment dans la série Netflix, encore une fois, El Chapo, à éluder un petit peu ce passage de sa vie. Donc là, ce sera chose faite avec ce film qui va pouvoir nous montrer cela à l'écran. Alors, j'ai vu le film, donc je vais vous dire ce que j'en pense, mais avant ça, je vous mets en description et puis un peu partout le lien vers ma dernière vidéo. C'est pas ma dernière, c'est que j'ai fait il y a quelques temps, mais il n'y a pas très longtemps. Précisément sur la prochaine série El Chapo qui va voir le jour, puisque oui, en plus de ce film, il y a un nouveau projet de série autour de Joaquín Guzmán El Chapo en préparation. Donc je vous parlais de ce projet dans cette vidéo, voilà, je vous mets en description. Et puis, eh bien, dans cette vidéo, je revenais également sur le film Peaky Blinders, qui était sorti le même jour. Voilà, Peaky Blinders, l'immortel, où les deux sujets n'ont absolument aucun rapport entre eux, hein, cherchez pas, enfin, à part qu'on reste dans le domaine du cinéma, voilà. On reste dans le domaine des films un peu de gangsters slash mafieux, tout ça. Et puis, bah, mine de rien, Peaky Blinders, c'est le dernier film Netflix que j'ai vu, moi personnellement en date, je sais pas vous, peut-être même le dernier film que j'ai vu sur Netflix. Et on reste dans le cadre, je le disais, bah, plus ou moins de la criminalité organisée, du banditisme avec Peaky Blinders. Donc voilà, si vous voulez avoir mon avis sur ce film-là, eh bien, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. Ça fera le lien également avec cette vidéo-ci, avec ce dernier film de Netflix, La Captura. Est-ce qu'il est réussi pour le coup celui-là ou non? Est-ce qu'il respecte à la lettre ou même plus ou moins fidèlement les véritables événements de la vie de Joaquín El Chapo Guzmán? Est-ce que les détails autour de sa capture ont été respectés? Eh bien écoutez, je vous dis tout maintenant dans cette vidéo. Mira. ¡Bájese! Bon, déjà la captura, de quoi ça parle? Alors ça parle d'El Chapo bien sûr, encore que pas vraiment, ça parle surtout des policiers qui ont capturé El Chapo, puisque le réalisateur a surtout voulu aller à contresens de toutes les séries, ce qu'on appelle au Mexique les narco-series, mais également les narco-películas, parce que là c'est un film en l'occurrence. Donc toutes ces œuvres qui glorifient un peu les narcotrafiquants, les cartels, et qui sont légion au Mexique. Il y en a des tonnes d'États, de plus ou moins bonne facture. En général, c'est plutôt de la merde, on va pas se mentir. Mais après, vous avez également cet aspect des narco-séries, en anglais, on va dire. Justement, je ne sais pas m'en sortir si je veux le dire en anglais, en français ou en espagnol, mais bon, les narco-séries, eh bien, c'est un peu un principe qui a été repris après par Netflix, puis par les grandes chaînes de télévision, la chaîne américano-mexicaine Univision. Donc le réalisateur a voulu partir sur quelque chose de totalement différent, en ne basant pas son récit sur El Chapo, à proprement parler, mais sur les agents qui l'ont capturé. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Déjà, peut-être vous commencez vite fait par vous parler d'El Chapo, même si on ne le présente plus. Je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, vous devez le connaître. Mais bon, voilà, 2-3 rappels, ça ne peut pas faire de mal. Alors, Joaquín Guzmán Loera, de son vrai nom, qui est surnommé El Chapo, le Nabo, qui a créé, si on peut dire, a été l'un des cofondateurs du cartel de Sinaloa en 1989, avec Ismael El Mayo Zambada et Juan José Esparragosa El Azul, et el Güero Palma aussi, si on veut. Et donc ces 4 narcotrafiquants ont formé le tristement célèbre cartel des Sinaloa dans leur région natale du Sinaloa. Avant ça, tous étaient dans le cartel de Guadalajara, donc que vous avez pu voir dans Narcos Mexico, dirigé par Félix Gallardo. Mais à la chute de Félix Gallardo, ils ont pris leur envol, comme tous ceux qui faisaient partie de l'ancienne organisation qui était basée à Guadalajara jusque-là. Et donc après 89, il a fondé son cartel, il s'est fait arrêter une première fois, El Chapo, en 93 je crois, bon en tout cas c'était au Guatemala, ça c'est sûr, l'année je crois que c'est 93.
Il s'est donc échappé de prison, bien sûr, puisque ce qui a rendu célèbre El Chapo, c'est avant tout ses évasions de prison, considérées comme rocambolesques. En général, c'est le mot qu'on utilise en français. Donc, première évasion en 2001. Donc, alors, soit dans un panier à linge, comme le voulait la thèse de l'époque, soit bon, il s'évadait avec le concours des forces d'intervention qui avaient pris d'assaut la prison. Ensuite, il a été capturé une deuxième fois le 22 février 2014, je m'en souviens bien de la date. C'était à Massatlan. Il s'est échappé ensuite une deuxième fois, ce fut donc son évasion la plus célèbre, en juillet 2015, je ne sais plus le jour exactement, je crois que c'était vers la mi-juillet, de mémoire. Voilà, c'est son évasion la plus célèbre, hein, forcément vous vous en rappelez, par le célèbre tunnel creusé sur sa cellule, vous voyez, avec les bandes de vidéosurveillance qui filmaient sa cellule 24 heures sur 24, on le voit disparaître, eh bien, ce soir-là, puisque je me souviens que c'était aux alentours de 20 heures, on le voit disparaître sous sa douche, voilà, par une fosse, un fossé qui était creusé donc sous sa douche, et voilà, et atteindre ce tunnel, après, voilà, il y avait un système de rail avec une moto, il s'est enfui, donc c'est la célèbre évasion dont vous avez tous entendu parler, en 2015, en juillet 2015. Puis, bah, El Chapo, il était en cavale quelques mois, 6 mois, c'était l'ennemi public numéro 1 au Mexique, voire même aux États-Unis, parce que oui, Ben Laden n'était plus là. Et donc, voilà, il n'a pas été duré après très longtemps en liberté, hein, juste le temps de reprendre les rênes du cartel des Sinaloa une nouvelle fois, hein, quand il a été dehors. Et puis, il s'est fait de nouveau capturer en janvier 2016. Et donc, c'est cette dernière capture que nous raconte le film, là, précisément, La Captura, film produit par Netflix. Alors, qui est derrière ce film? Je vous disais que le réalisateur avait voulu se détourner de l'aspect traditionnel Narcos, pour plus valoriser les policiers, les gentils entre guillemets et les bons Mexicains. Eh bien, figurez-vous que le réalisateur du film, c'est tout simplement Chava Cartas, qui n'est pas son premier coup d'essai. Vous l'avez peut-être déjà vu sur cette même plateforme Netflix si vous consommez ce genre de film, puisque c'était lui déjà le réalisateur du film Contre-Attaqué, sorti l'année dernière à peine en 2025 et qui avait fait un carton. On en avait entendu parler partout, même si c'était un petit film à petit budget. Mais c'était quand même un film dont on avait entendu parler jusqu'en France. Alors, pas par les grands médias, bien sûr, mais plutôt sur Internet, les réseaux, ci et là. Les gens avaient regardé sans trop s'y intéresser. Et bah, mine de rien, ce petit film mexicain à petit budget, Contre-Attaqué, était devenu, tenez-vous bien, le 8e film non anglophone le plus visionné de l'histoire de Netflix. Voilà, c'est le. Pareil avec tous les trucs sud-coréens, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Euh, les trucs français ou je ne sais quoi, eh bien non, parmi la liste des 8, vous y avez ce film mexicain sorti l'année dernière, Contre-Attaqué, déjà réalisé par Chava Cartas et qui mettait déjà en scène une unité d'élite mexicaine, puisqu'il était inspiré donc des forces spéciales mexicaines, les Murciélagos, contre un cartel de la drogue mexicain. Et bien dans ce film, le parti pris était déjà de mettre en scène des gentils et de ne pas trop parler des narcos. Les narcos, c'était simplement les bad guys, les méchants, les antagonistes, quoi. Et l'accent était mis sur le patriotisme un petit peu, on va en revenir, et sur tout simplement les gentils. Puisque le réalisateur s'était dit lassé de voir un petit peu toute cette propagande autour des narcos. Et donc voilà, on assiste un petit peu à la même chose ici avec la Captura. Contre-attaquer, c'était les militaires. Là, c'est la police. Et le film avait tellement bien marché, Contre-attaquer, que figurez-vous qu'on a appris il y a quelques jours que Netflix avait prévu d'en faire une franchise, carrément une franchise de cinéma avec une suite et même plusieurs suites de prévues. Voilà, je vous l'ai dit, une véritable franchise, la franchise Contre-attaquer. Donc, ça sera certainement basé autour des Murciélagos, des forces spéciales. Mais après, ce ne sera pas forcément un cartel ou ce ne sera pas forcément des narcos à chaque fois les méchants. Mais voilà, une série qui met en avant les forces armées mexicaines. Et c'est ça que j'avais plutôt bien aimé le film, hein. Il était plutôt correct. Les gens, j'ai vu que les gens n'avaient pas trop aimé la fin. Moi, c'était limite ce que j'ai préféré, la fin. Voilà. Bah, ça, c'était plutôt correct. Alors, il y avait un petit côté patriote, c'est sûr. J'aurais pas jusqu'à dire que c'était propagandiste, mais un petit côté très
patriotique, hein, mais bon, on le voit beaucoup dans le cinéma américain. Si vous avez vu les deux films De Gaulle, là, sortis récemment en France, il y avait des fois dans les scènes de bataille seulement, il y avait ce côté très patriotique aussi. Voilà, les Français pour le drapeau, on va tous les niquer les gars en face. Il y avait quand même un petit peu ce petit aspect-là, quelquefois, qui romanisait, c'est pourri comme nom, qui romançait, on va dire, voilà, la guerre simplement, qui la rendait un peu patriotique simplement, un peu poétique presque. Il y avait ce côté-là un petit peu dans les films de Gaulle, j'ai trouvé là, et il y avait ce côté-là encore plus dans Contre-attaquer, donc qui va devenir une franchise. Et là, la Captura, ça fait pas partie de la franchise Contre-attaquer, mais c'est, écoutez, la deuxième incursion vraiment du même réalisateur dans le cinéma international, et ça s'en inspire grandement, hein. C'est clairement dans la même veine, dans la même vague. On le voit bien dans sa façon de raconter l'histoire, de mettre vraiment les narcos au second plan en toile de fond et de s'attarder sur les forces de l'ordre. Bon, d'ailleurs, Chavacartas, il a dit que ce serait pas systématique de mettre en scène des policiers ou des militaires et qu'il aimerait bien faire des films sur, encore une fois, peut-être contre des narcos, mais sur des gens normaux, hein, sur des héros du quotidien ordinaire. Donc, on sent lui que vraiment son délire, c'est vraiment de montrer le meilleur du Mexique, une démarche patriotique, hein, puisqu'il a dit que son but c'était de faire des films qui parlent à la jeunesse, voilà, qui soient un bon exemple pour les jeunes. Bon, c'est pas 100% artistique non plus, il y a quand même une volonté presque politique derrière, j'ai envie de dire, bon, après, comme dans tous les films. Et donc voilà, on sent que la Captura, là, ce film de Netflix, comme Contre-attaquer qui l'avait précédé, eh bien ça s'inscrit dans cette optique, hein, dans cette volonté presque politique de mettre en scène un Mexique qui gagne face aux narcos, hein, chose qu'on ne voit pas en réalité, mais également un Mexique peuplé de bons citoyens et peuplé de héros ordinaires, de héros du quotidien tout simplement. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoil majeur en tout cas sur ce film dans cette critique, même si bien sûr je vais aborder les véritables événements et la véritable capture d'El Chapo, tenter de faire un comparatif entre ce qu'on voit dans le film et la réalité, donc comme ce sont des événements réels, forcément ça va comporter un peu de spoil, hein, si jamais vous n'êtes pas du tout au courant de ces événements. Mais bon, voilà quoi, je vais juste en rester là. D'ailleurs, je vous lâche un petit spoil si vous voulez. El Chapo, il termine en prison à la fin, voilà. Donc, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Mais voilà, à la base, je comptais faire une partie vraiment sur les qualités du film et une seconde, un comparatif événement réel contre ce qu'on voit dans le film, contre les événements dépeints dans le film. Mais en vérité, je vais faire tout d'un coup comme ça me vient, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de points à aborder, hein, sur ce film. Déjà parce qu'il est assez court, hein, c'est comme Contre-attaquer, hein, il dure à peine plus d'1 heure et demie, même un peu moins je crois. Donc voilà, il n'est pas très long. C'était pas du tout le film auquel je m'attendais. Ils annonçaient un film qui ne traitera quasiment pas des narcos, qui n'est pas là pour encenser les narcos. Il disait que voilà, il laissait clairement entendre que El Chapo serait en toile de fond, que ça allait être centré sur les deux policiers. Mais en vrai, El Chapo, c'est quasiment le personnage principal du film, parce qu'il fait que de parler, le gars, il fait que de parler. Son boulot, c'est d'essayer de convaincre les deux policiers là, de le relâcher. Et voilà, il essaie de les soudoyer, donc il parle beaucoup, comme je fais actuellement là, pour essayer de les convaincre. Donc, c'est vrai que le rôle attribué aux deux héros, franchement, ils font pas grand-chose dans le film, hein, quand même, hein. C'est... Waouh. Ils, ils mettent la main sur El Chapo presque par hasard, et après, ils discutent avec lui, quoi. Voilà, ils discutent avec lui. Je vais peut-être y revenir plus tard, mais voilà, pour moi, le plus gros défaut du film, qui aurait pu être une qualité, je pense que c'est la principale qualité au début, c'est qu'ils ont vraiment voulu essayer de coller euh, au véritable El Chapo et aux véritables événements de cette capture. On le voit sur plein de petits détails. Je vais vous parler de la capture. Alors, El Chapo a été capturé suite à l'opération Cisne Negro en janvier 2016. Et à la base, c'était la marine qui avait lancé l'assaut sur une maison de sécurité. On appelle ça donc une espèce de petite base du cartel en ville, maison sécurisée, parce qu'elle recherchait un baron du cartel de Sinaloa du nom d'El Cholo Ivan, Jorge Ivan Gastelum El Cholo Ivan, qui tient un grand rôle dans le film également, hein. Et donc, en voulant capturer El Cholo Ivan, la marine lance l'assaut sur la maison,
fait fuir El Cholo Ivan qui s'enfuit par un tunnel, mais ce que la marine ne savait pas, c'est que dans cette maison, avec El Cholo, il y avait également El Chapo. Et donc les deux s'enfuient par un tunnel, arrivent à fuir l'opération de la marine, mais le tunnel est inondé, donc ils doivent sortir, ils volent un véhicule, le véhicule tombe en panne d'essence, et c'est là qu'ils sont ramassés par la patrouille de deux policiers de la police municipale, euh, qui sont nos deux protagonistes du film, hein, qui sont nos deux héros. Donc ça, c'est la véritable opération, et elle a été filmée, cette opération, par la marine, par les GoPro, et ces images ont été dévoilées au grand public dès le jour J, hein, dès la capture del Chapo. Ces images ont fait le tour du monde, et on sent que le réalisateur s'est clairement inspiré de ces images des GoPro des militaires, et peut-être même un peu trop. On voit par exemple un des personnages principaux. Au début, je pensais que ça allait être juste un figurant, mais on voit il est très connu, enfin il est très connu, c'est connu, il y a les militaires, ils sont en uniforme dans la réalité, et t'en as un, il s'amène avec un sweat à capuche, ok. Alors il a le visage masqué, il a un gilet pare-balles, mais pendant l'opération de capture del Chapo, on voit qu'un des militaires porte un sweat à capuche parce qu'il était en train de faire la surveillance dans la rue avant ça. Il n'a pas eu le temps de mettre son uniforme, bien sûr. Et donc ils l'ont reproduit dans le film à la Captura, c'est même l'un des personnages principaux, on peut dire pas principaux, mais c'est l'un des personnages du film, c'est le chef des marines, c'est le gars qui a exactement le même sweatshirt rouge. Voilà, donc ça je l'avais repéré tout de suite dans le film, je m'attendais pas à ce que ça devienne un des personnages les plus importants après. Il y a plein de petits détails comme ça, la manière dont il découvre la planque d'El Cholo Ivan, bah, c'est dans la réalité grâce à une commande de tacos qui était très importante, et donc il soupçonnait qu'il y avait beaucoup d'hommes cachés à l'intérieur de cette maison. Donc pareil, ça c'est que des détails qu'on retrouve dans le film, hein. Toute la traque autour d'El Chapo qui a mené à son arrestation, à celle d'El Cholo Ivan, tous ces petits détails se retrouvent dans ce film. Et je vous l'ai dit, on sent vraiment que le réalisateur a presque voulu singer les véritables images de l'assaut, hein, en tout cas l'assaut sur la maison d'El Chapo, la maison d'El Cholo Ivan. On sent que la scène de fusillade, elle essaie de se calquer sur les images que nous avons de l'assaut. Voilà, et le résultat est pas ouf, hein, d'ailleurs. Autant mettre les vraies images du coup. Dans la série El Chapo, par exemple, c'était les vraies images de l'assaut. Voilà, alors El Cholo Ivan, c'est l'un des personnages les plus importants du film également, hein, avec El Chapo, parce que nos deux policiers mettent la main sur El Chapo Guzman et El Cholo Ivan. Et déjà, donc je vais vous le dire, que ce soit El Chapo ou El Cholo, les deux sont parfaitement faits. Alors que ce soit leur gueule, leur manière de parler, le rôle qui est le leur, moi j'ai bien aimé. Franchement, voilà. Cholo Ivan qui est assez menaçant, assez dangereux, alors que pourtant, la première fois qu'on le voit, le gars il est à poil, il est à Walp, au milieu de la rue, et il arrive quand même à être menaçant, il parle comme il faut, il a le bon rôle qui était le sien dans la réalité, c'est-à-dire chef de la sécurité d'El Chapo, il est sur son territoire, le gars, il était réputé pour être extrêmement violent, être une espèce de gros beauf comme ça, euh, assez dangereux, même très dangereux. Donc tout ça est respecté à la lettre avec un El Chapo qui est limite dans un premier temps plus raisonnable que son homme de main, que son tueur à gages El Cholo Ivan. El Chapo qui est un peu plus en train de réfléchir, en train de penser pour qu'il sorte de cette situation. Donc la dynamique entre les deux narcos, elle fonctionne très bien. Si c'est plutôt la dynamique entre les narcos et les policiers. Mais ils sont très bien représentés, hein, dans la série, hein, ça m'a étonné. Moi je pensais que vraiment c'était pas du tout ce qui intéressait le réalisateur. Et ben en fait il a fait un portrait d'El Chapo, et même plus que ça, un portrait de son homme de main El Cholo Ivan qui est plutôt bon. Donc ça c'est très bien. Mais bon, ça aurait pu être un des points forts du film, mais en vrai ça coule totalement le film, puisque le scénario en prend un coup, puisqu'il n'y a pas d'invention en fait. Ça suit la capture d'El Chapo. C'est presque, je vais vous dire, c'est presque même un film documentaire sur l'opération Cisne Negro, sur la troisième capture d'El Chapo. Moi, je m'attendais absolument pas à trouver ça. Je m'attendais pas du tout à trouver une espèce de film documentaire sur cette capture. Parce que là, c'est vraiment ça, hein. Les deux protagonistes, les deux héros, ils font pas des dingueries dans le film, hein. Ils font quasiment, à peu de choses près, ce qu'ont fait les deux vrais policiers dans la vraie vie. Et pas plus, quoi. Alors, je vous spoil juste un truc, voilà. Juste au tout début du film, il bute deux gars, mais à part ça, et encore c'est au tout début du film, euh, ils font rien. Voilà, ils discutent avec El Chapo, et le film tourne en rond assez vite, mais
Le film trouve une parade quand même, c'est que il met en avant les marines, les sicarios. D'ailleurs, les sicarios sont très bien faits, j'ai bien aimé. On les voit pas beaucoup, mais la manière dont ils sont présentés, j'ai bien aimé ça aussi. On voit la femme du héros, tout ça. D'ailleurs, Dieu bénisse, hein, soit dit en passant. Donc, il commence à développer plusieurs personnages, et là, ça devient plus intéressant. Sauf qu'il reste plus que 10 minutes au film. Et tout se termine en 2-2. Tout se termine en 2-2. Euh, Tout est bâclé, hein, j'ai envie de te dire. Ça suit plusieurs personnages. Là, le film, il commence à partir un petit peu. Et en vrai, j'ai vu, il restait 10 minutes. 10 minutes de film quand ça commence à partir. Et la fin, elle est éclatée au possible. Elle est nulle. Tout se termine, mais alors en 2-2, il s'est rien passé. Les héros, les deux flics, personnages principaux, n'ont rien fait. Ils ont rien foutu, les types. Donc ouais, je vais essayer de faire court. Pour moi, le gros problème du film, hein, c'est qu'ils ont vraiment voulu respecter les événements réels à la lettre. Hein. Les policiers, ils font pas de dinguerie. Ouais, et moi, c'est pas ce que je pensais voir. Je pensais vraiment voir un truc totalement romancé où, voilà, limite El Chapo, on s'en fout presque. Ça va être vraiment une guerre, voilà, contre les sicarios, tout ça. Je m'attendais pas à voir ça. Et c'est vrai que ça respecte non seulement la personnalité des barons de la drogue, mais en plus ça respecte tous les détails de leur capture. Hein. Euh, donc voilà, avec El Cholo Evan également, qui était censé être la cible de l'opération de base. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un petit film sympathique d'1 heure et demie, hein, pour conclure. C'est pas très long. Au début, vous pouvez un petit peu limite vous faire chier. Vous pouvez vous dire, oh là, finalement 1 heure et demie, ça va être long. Finalement, ça passe très bien. Voilà, faut juste que vous vous attendiez pas à une dinguerie parce que la fin est totalement rushée. Et en fait, ça n'exploite rien, ça ne raconte rien le film à part la capture d'El Chapo. Pour moi, voilà, ce que j'en retiens, c'est un film sur El Chapo, contrairement à ce qu'a dit le réalisateur. J'en retiens un film sur El Chapo Guzman. Il y avait plusieurs trucs qui étaient commençaient à être exploités, comme l'un des deux policiers qui pouvait se laisser tenter, qui pouvait se laisser acheter. On voit, il hésite un moment. Mais c'est pas. Moi, je pensais que limite qu'il allait devenir un méchant, le gars, surtout Noé Hernandez, il a quand même la tête pour. Et pas du tout, c'est pas exploité. D'ailleurs, big up à un des personnages. Franchement, celui-là, faut que vous me le guettiez si vous voyez le film. Voilà, guettez bien le gars qui s'appelle Barraza. Ok? C'est mon poteau, lui, c'est mon gars sûr. Le gars, il sert à rien. À part Ken, une Dieu bénisse. Ah, par contre, elle est vraiment Dieu bénisse, celle-là. Genre, ils ont pris une mannequin, une actrice de boule. Sur 10, elle est à plus 8000, la meuf. Bon, ok, c'est très bien, mais à part ça, le bon ami Barassa, là, il sert à rien. Mais guettez-le, franchement, celui-là. Franchement, ça vaut le détour. Il s'amène, elle a une bonne dégaine, le type. Il s'amène, il fait wesh, salut, je m'appelle Barassa. Guettez l'utilité du type, s'il vous plaît, dans le scénario. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Banger. Ah, c'est mon gars sûr, lui, c'est mon pote. Non, en vrai, voilà, ils mettent un personnage qui se ramène comme ça. Il ne sert à rien. Je n'ai pas compris. À la fin, limite, j'ai bugué. Voilà, et bon, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas exploités. Voilà, je vais pas vous spoiler plus de trucs, mais il y a des menaces en parallèle sur plusieurs aspects, sur plusieurs endroits de Culiacan. Et là, tout est résolu très vite. Voilà, d'ailleurs, j'insiste, hein, que les scènes de fusillade sont vraiment pas ouf dans le film. Alors que Contre-attaquer, c'était quand même mieux. C'était pas parfait non plus, mais c'était quand même mieux, les scènes de fusillade. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça. À la fin, le héros n'hésite plus entre livrer le chapeau ou le libérer et accepter le pot de vin. À la fin, le héros, il hésite entre livrer le chapeau à la police ou le buter. Et là, c'est étonnant parce que ça, ça densifie l'enjeu. Voilà, ça prend une autre tournure. On se demandait s'il allait être corrompu. Et là, carrément, il prend le parti inverse. Il se demande s'il va pas carrément le buter. Bon, c'est très bien, mais ça dure 2 minutes. Ça dure 2 minutes. Alors que là, pour le coup, ça méritait peut-être de s'attarder un peu plus longtemps, de faire un peu plus de psychologie à ce niveau-là. De vraiment se demander si le héros va pas buter le chapeau. Ils auraient pu faire comme Tarantino dans son film, là, avec Charles Manson, hein, puis qui respecte pas les vrais événements, avec Sharon Tate qui vit à la fin. Ils auraient pu faire ça, le film, là. Ils pouvaient buter le chapeau. Dans le livre de Don Winslow, le personnage inspiré d'El Chapo, il crève. Voilà. Alors, il s'évade de prison. Voilà, il respecte toute sa biographie. Limite, il se marie avec Emma Coronel, tout ça. Il respecte toute la biographie d'El Chapo dans son livre. Mais à la fin, il crève. Ils auraient limite pu faire pareil. On aurait pu se demander, mais franchement, voilà, ça, c'est pas exploité dans le film. Il hésite vraiment pas longtemps à le buter.
Et donc, au final, on n'en retient pas grand-chose de ce film de Netflix, La Captura. Alors, allez-y, jetez un coup d'œil quand même, si vous voulez, si vous vous intéressez à El Chapo et cet univers, et si vous êtes sur cette chaîne, on va pas se mentir, c'est qu'il y a des chances. Bon, là, ça peut être intéressant parce que ça respecte plein de petits détails de la vraie capture. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ça, allez-y pour le coup. Mais si vous voulez pas perdre votre temps avec un film aux F tiers, ça vaut peut-être pas le coup par contre. C'est tout ce que je pouvais en dire. Écoutez, on se voit pour une prochaine vidéo. À plus.